Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. Différente. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de Tempête de cerveau. Je vous le rappelle, c'est au cas où vous n'ayez pas écouté l'épisode précédent, il s'agit de la suite de l'épisode sur l'autisme féminin. Je crois que Clem avait une question. En tant que femme autiste, comment est-ce que vous gérez votre vie affective et quelles sont les difficultés rencontrées ? Au niveau affectif, ça dépend des relations. Je sais que pour les groupes, ça a été compliqué, surtout pendant l'enfance et l'adolescence, parce que je voyais toujours un décalage, mais que je comprenais pas la différence, et que maintenant, évidemment, je comprends. Mais voilà, dans les groupes, je vois que je fatigue beaucoup plus, par exemple, et que voilà, j'ai besoin d'un temps en plus par rapport à d'autres. J'ai besoin de plus de repos, de calme que les autres. Donc du coup, ça modifie un peu la relation, mais j'arrive toujours à avoir des relations avec les autres, notamment par exemple en faisant des sorties en plus petit comité si nécessaire. Enfin, ça dépend vraiment des cas, mais j'essaye toujours un peu de me forcer à sortir, même quand il y a beaucoup de monde, parce que je me dis c'est une opportunité, vas-y, et donc je fonce. Mais après, dans les autres relations, par exemple avec ma copine, je sais qu'elle est très à l'écoute de mes besoins et qu'elle prend vraiment soin de moi quand, par exemple, elle voit que je sature au niveau sensoriel, par exemple, elle le voit tout de suite parce que tout se voit sur ma tête. Et donc, ça aide beaucoup à exprimer ce que je ressens sans même avoir besoin de le dire concrètement parfois. Pour moi, ça a été quand même assez compliqué. Bon, déjà, avant le diagnostic, c'était assez catastrophique parce que malheureusement, j'avais une amie qui me permettait d'avoir d'autres amis. Donc malheureusement, quand cette amie a décidé de faire vie à part, de prendre un autre chemin, je n'avais plus d'amis. Donc à ce moment-là, il a fallu que je me fasse moi-même mes amis qui, au final, se sont avérés eux-mêmes autistes. Donc ça m'étonnait pas tant que j'ai des points communs avec eux. Et en fait, les amis que j'ai actuellement sont soit neuroatypiques, soit eux-mêmes autistes. Et sont bien plus acceptants que les neurotypiques. Donc je peux fréquenter des neurotypiques sans trop de problèmes. Mais le problème, c'est que je ne peux pas créer de relations affectives assez profondes. Donc, par exemple, en tant qu'amie, meilleure amie ou amoureuse avec des personnes neurotypiques parce que souvent, ils ne sauront pas me comprendre ou ne seront pas acceptants de mes différences. Alors, je pense que c'est juste un hasard sur le fait que j'ai que des amis autistes. Je pense pas que ce soit tous les neurotypiques qui soient pas acceptants, mais juste que j'ai croisé pour l'instant que des personnes autistes acceptantes. Donc, mais oui, pour le coup, ça a été quand même vraiment difficile et je suis vraiment très heureuse parce que c'était quand même un objectif de vie d'avoir un entourage sain et qui voulait mon bien, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Donc maintenant que j'en ai un, je suis quand même vachement heureuse. Pour moi, pendant toute ma période scolaire, j'étais vraiment très, très seule et solitaire aussi. J'avais très peu... Ça pouvait m'arriver d'avoir des amis que je qualifierais quand même pas vraiment... Enfin, j'ai du mal à qualifier ça comme vraiment des amis. Je sais, plus des camarades de classe. Sinon, après ma scolarité, et depuis mon diagnostic aussi, je me suis rendu compte que j'avais quand même, Amélie, des amis qui étaient neuroatypiques aussi. Mais pas que des amis, j'avais aussi des relations affectives, amoureuses avec des personnes neuroatypiques aussi. Et ça pouvait m'aider sur certains points, sur des compréhensions de choses, mais ce n'était quand même pas toujours le cas. Et de ce que je sais, c'est qu'actuellement, je suis en couple avec une personne autiste, donc ma compagne Stéphanie.
Et la compréhension des choses est beaucoup plus fluide. J'apprends à me connaître aussi. Et on se laisse un espace aussi pour s'exprimer toutes les deux. Et notre liberté aussi quand même à chacune de faire nos trucs ou ce qu'on a besoin de faire en fait. Voilà. Pour reprendre un petit peu ce que disait Amélie, et toi aussi, Julie, et pour aussi dire qu'il y a des personnes neurotypiques, j'en connais, acceptantes, mais j'en connais depuis très peu de temps. On va dire en gros qu'il me semble qu'avant de connaître ces personnes-là, et elles se comptent sur le doigt d'une seule main, je n'ai jamais eu d'amis. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais aussi du mal à qualifier, en fait. Oui, à qualifier. Je ne savais pas ce que c'était que la différence entre un collègue de travail, un ami proche, une connaissance, un camarade. Enfin, pour moi, c'était... Voilà, déjà, il y avait un problème au niveau de la reconnaissance du type d'intimité, on va dire. Et pour parler de ma période scolaire, que ce soit petite école et primaire, collège, jusqu'au collège, j'étais foncièrement seule. Je n'arrivais absolument pas du tout à me lier, à entrer en relation avec qui que ce soit. Donc c'était quand même assez compliqué. Je me souviens, vaguement quand même, il y avait du rejet, mais aussi de l'incapacité à partager les jeux ou même la communication, les interactions avec les personnes de mon âge. J'arrivais un petit peu mieux avec des gens plus âgés. Les adultes, c'était vraiment le top, voilà. Mais sinon, c'était vraiment solitude la plus complète. Après, j'ai eu, comme un peu Julie, des gens que je considérais comme des amis, qui me permettaient aussi d'avoir un cercle social avec des gens qui gravitaient autour, et ça faisait un semblant un peu de vie sociale, mais en même temps, c'était toujours des personnes avec qui je partageais des activités qui me plaisaient. J'avais énormément de mal à avoir des interactions, des relations, en tout cas régulières, avec des personnes, juste pour le simple fait de voir des gens. En fait, il me fallait une activité, et c'est toujours un peu le cas, même si ça va mieux. Mais ça a toujours été, j'ai énormément de mal à interagir pour interagir, en fait. Et sinon, en termes de relations amoureuses, il y a une période, avant et après. Je peux bien faire la différence maintenant que je suis en couple avec une personne autiste. Et donc, ça veut dire qui me comprend, qui m'accepte tel que je suis et qui me laisse toute liberté et de mouvement et de pensée. Je vois bien la différence avec ce que j'ai pu vivre avant. Je n'ai pas vécu des choses trop horribles, mais quand même difficiles, beaucoup de culpabilité, des reproches, soit dits ou non dits. Un problème tout simplement, je pense, de compréhension de l'autre et de compréhension de moi-même et d'expression aussi de mes propres besoins. Donc je ne mets pas du tout, reproche rien aux personnes en question, mais il y avait une telle différence de fonctionnement qu'en fait, et une ignorance de ma part sur mes propres différences, que ça ne pouvait être que difficile. Voilà. Donc je vois bien la différence. Pour le coup, de savoir exactement ce que je pouvais ressentir étant jeune, c'est assez compliqué parce que, en fait, quand j'ai été enfant, j'avais énormément de mal, en fait, à prêter attention à tout ce qui pouvait m'entourer, ce que les autres pouvaient ressentir à côté. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de souvenirs d'enfance qui sont un petit peu flous pour ma part. Par contre, je sais que quand c'était, par exemple, des enfants d'amis à mes parents, j'étais quand même plutôt à l'aise, on arrivait à jouer ensemble. Par contre, à l'école, c'était une toute autre affaire. Et les difficultés, évidemment, se sont aggravées, évidemment, au collège, parce que c'est un petit peu la période où tu commences, entre guillemets, plus à discuter. Et moi, le problème, c'est que je n'arrivais pas à aller vers les autres et je ne comprenais pas comment faire.
c'est d'ailleurs en partie avec ça que j'ai commencé à m'apercevoir mais est-ce que je serais pas autiste? C'est quand même pas normal que je sois incapable d'aller vers les autres, tout ça. D'ailleurs, à cette période, même si jamais vraiment été frappée, en tout cas la solitude, je l'ai beaucoup ressentie. Et puis surtout, j'avais l'impression que dès que j'ouvrais la bouche, c'était prétexte à se moquer de moi. Évidemment, après, j'arrivais un peu plus facilement à discuter en grandissant. Par contre, en ce qui concerne mes amis, c'est vrai que pour pas dire la totalité, quoique si en fait, sont en fait des personnes autistes, que ce soit des personnes que j'ai rencontrées via l'association de ma mère ou via le GEM, qui sont devenus par la suite des très bons amis. Par contre, la difficulté, c'est que qui dit personne autiste dit forcément comme problème de communication, et certains, j'ai un peu l'impression, si je ne viens pas vers eux, que ce soit par message ou autre, souvent il y en a pour qui c'est difficile de maintenir le contact. Je voulais revenir dessus justement sur la difficulté après de garder les contacts, et je sais que ça peut être difficile d'entreprendre des démarches ou de garder un lien comme certaines personnes. Pour ce qui est des relations amoureuses, je n'ai eu qu'une seule relation sérieuse, donc avec une personne autiste. Pour le coup, en fait, non pas qu'il n'a pas été accepté, qu'il n'acceptait pas ce que j'étais, mais vu qu'on ne fonctionnait pas exactement de la même manière, il y avait certaines fois, déjà des fois on n'avait pas forcément la même vision, et puis même il ne comprenait pas forcément tout le temps mes ressentis, et pouvait parfois même les minimiser sans qu'ils s'aperçoivent. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est que justement, on pense que si une personne autiste se met avec une personne autiste, ça marchera forcément. Alors que comme Clémentine, je suis sortie avec des personnes autistes qui, en l'occurrence, avaient des manifestations du trouble vraiment différentes de moi. Et même si c'était quand même des expériences intéressantes parce que ça permettait une compréhension plus forte peut-être, ça posait quand même des soucis parce que si par exemple une personne autiste a besoin de beaucoup de calme alors qu'une autre personne a besoin d'être beaucoup stimulée, par exemple au niveau du son, ça peut provoquer beaucoup de soucis dans le couple. Donc en fait, plutôt que de penser qu'il faut forcément qu'une personne autiste se mette avec une personne autiste ou qu'une personne neurotypique s'empêche de sortir avec des personnes autistes, en fait, il faut juste être acceptant de tout le monde et plutôt chercher des atomes crochus, autisme ou pas, plutôt que de chercher dans son neurotype, en fait. Je voulais aussi souligner un point de ma part, c'est que et c'est possible aussi que d'autres personnes autistes les aient, c'est que les difficultés en fait de maintenir une relation sociale, mais aussi d'avoir tout court une relation sociale affective, c'est le décalage qu'on peut rencontrer du coup, et aussi la difficulté de compréhension de l'autre, mais aussi de soi, de reconnaissance de ses besoins et de savoir les exprimer aussi, de mettre des mots dessus et de s'en rendre compte. C'est vrai que quand Isabelle a parlé justement des difficultés à maintenir le lien dans les relations sociales, puisque quand même c'est ce qui est apparemment demandé, on ne peut pas comme ça espérer avoir une relation amicale en voyant les gens qu'une fois tous les 2 ans. Moi, ça a été mon problème principal. Soit les demandes étaient, il fallait qu'on se voit trop souvent. Je n'arrivais pas non plus à m'organiser, à trouver les temps où j'étais, disposée, c'est-à-dire disposée psychologiquement, physiquement à voir la personne. Il pouvait y avoir aussi les conditions aussi de rencontre qui étaient compliquées pour moi, parce que étant hypersensible au son, hypersensible à la lumière, aller dans des restaurants, c'est pas possible, aller dans des bars, c'est pas possible, aller dans des fêtes avec la musique tonitruante, c'est pas possible. Donc à part aller se promener en nature au milieu des oiseaux et discuter, ou alors faire une activité qui me convient et qui permet de me sortir un peu de
de mes hypersensorialités, il n'y a pas beaucoup d'options possibles. Alors, je fais quand même des efforts. J'en ai beaucoup fait. Donc, ça revient à tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la suradaptation. Pour garder ou pour me faire... Voilà, pour garder comment dire... une vie sociale, un semblant de vie sociale, voilà, j'ai quand même outrepassé beaucoup de limites. Je faisais énormément d'efforts, j'étais contente de les faire. Pour moi, c'était des challenges. Je me disais, ben voilà, j'ai réussi à faire ça. Mais bon, ça veut dire, pour une personne autiste, je ne savais pas le mot avant, mais bon, des burn-out à répétition, des épuisements. Au bout d'un moment, ce qui fait, c'est qu'on s'en veut énormément. Donc, c'est tout le processus d'effritement, de l'estime de soi, etc., qui va avec. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et depuis mon diagnostic, le fait justement d'avoir quand même plus accès à mon fonctionnement, c'est-à-dire aussi en voyant mes limites, vraiment les choses qui me sont vraiment nocives, à trouver le ratio entre vraiment, voilà, faire des efforts quand même pour aller vers les autres, mais dans les conditions qui quand même, voilà, ne me nuisent pas trop. J'arrive à, voilà, petit à petit, mais ça fait que c'est quand même long, à évoluer, voilà, dans cette sphère sociale, tant bien que mal, et j'y arrive quand même mieux qu'avant, voilà. Et ça, c'est très positif. C'est quand même un des effets très positifs du diagnostic, c'est que ça nous donne quand même beaucoup de pistes pour ensuite trouver des stratégies qui nous sont toutes personnelles, parce qu'on a beau lire des choses dans les livres, des choses qu'on partage, des caractéristiques qu'on partage, ça ne remplace en rien ce qu'on va avoir, nous, fait comme déduction, comme voilà, sur déduction, révélation sur notre propre fonctionnement. Et oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Aussi, une autre difficulté dans le maintien des relations sociales, c'est vu que beaucoup ont des hypersensibilités, comme tu disais un peu plus tôt, Stéphanie, c'est trouver des activités qui ne soient pas trop énergivores, mais malheureusement, pour ma part, mes sorties se limitent très souvent à des sorties cinéma. C'est bien joli, mais parfois, c'est un peu limité, on va dire. Et puis en plus, le fait que je travaille à côté, très souvent, si je fais quelque chose un week-end, le week-end suivant, en général, je préfère ne rien faire, tout simplement pour pouvoir récupérer pour une potentielle sortie prochaine. Votre vie professionnelle, comment vous la gérez ? Pour ma part, je me suis arrêtée de travailler il y a 4 ans. J'ai toujours travaillé, ça a toujours été compliqué. Donc je peux parler de ce que j'ai vécu que uniquement avant le diagnostic, puisque depuis le diagnostic, je n'ai plus travaillé. Tout à l'heure, Clémentine parlait de la difficulté de récupération, le fait d'allier travail et vie sociale. Parce que, en tout cas, les activités sociales sont très énergivores, mais le travail l'est aussi. Pour ma part, c'était très très compliqué, à la fois le travail en lui-même, donc j'ai toujours fait des boulots qui sont suivis. Je pense que ça s'accorde comme ça, par ce que maintenant je reconnais comme des burn-out. Donc j'en ai fait, c'est bien simple, je travaille pendant 2 ans, 3 ans, burn-out. Je me remets un petit peu, je retravaille, pareil. Et je pense que là où j'ai le plus tenu, c'est une 10aine d'années, parce que j'ai fait un travail où les conditions, l'environnement, à la fois... l'environnement, oui... de toutes les façons, me convenait beaucoup mieux. C'était beaucoup plus calme pour moi. Je travaillais en agriculture biologique et c'était une reconversion totale. Voilà. Mais en tout cas, j'ai réussi à tenir 10 ans parce qu'aussi j'avais très 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 peu d'interactions sociales, alors qu'avant j'avais des boulots qui étaient en rapport avec mes intérêts restreints ou mes intérêts tout court.
et qui était toujours... bon, déjà, je travaillais en équipe, j'ai travaillé dans l'enseignement, donc ça veut dire un public, des collègues. J'ai travaillé en librairie, ce qui veut dire des clients, ce qui veut dire... Voilà, enfin bon, des boulots qui, enfin, maintenant que j'y pense, étaient complètement... Enfin, je ne sais pas comment c'était possible pour moi de faire ça, mais ça avait un rapport, enfin je veux dire, le travail en lui-même m'intéressait, mais les conditions n'étaient vraiment pas adaptées, et maintenant je comprends tout à fait pourquoi je tenais pas le coup. Au bout d'un moment, je m'écroulais. Moi, j'ai un travail en extérieur, donc ça peut générer beaucoup de bruit, donc beaucoup de fatigabilité. Donc en général, ça dépend vraiment de l'aspect des terrains, parce que je vais sur le terrain, donc si par exemple on est en ville, il va déjà y avoir tous les bruits passants, tous les bruits extérieurs, et en plus souvent il y a des pelles mécaniques qui font encore énormément de bruit à côté de moi, donc ça peut jouer sur ma fatigabilité. Mais parfois je peux être sur des terrains à la campagne où il n'y a personne à 25 mètres à la ronde, et dans ce cas-là je sais que je suis beaucoup moins fatiguée et que j'arrive mieux à prendre soin de moi et à me concentrer plus facilement sur ce que je dois faire. Mais il y a aussi un aspect de, parfois, justement, quand on est à la campagne, on est souvent des grosses équipes. Donc, dans ces cas-là, il faut que je joue aussi avec l'aspect social du travail, et notamment, par exemple, les repas du midi, où il y a souvent une très bonne ambiance, oui, mais qui est peu propice pour que je récupère un petit peu entre mes phases de travail. Donc tout change vraiment sur chaque terrain que je rencontre, et c'est à moi encore de m'adapter pour vivre avec. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai eu très peu de travail. J'ai eu en tout 3 types de travail. Je me suis arrêtée de travailler en 2014, et à chaque fois que je travaillais, ça se terminait par ce qu'on appelle un effondrement, en effet. Mais aussi, le type de travail que j'ai pu faire, c'était avec beaucoup de demandes d'interaction sociale. J'ai travaillé chez les pompiers en tant que standardiste, en tant que secrétaire aux ressources humaines. J'ai travaillé aussi à l'ADMR, c'est une association où on fait du ménage ou de l'entretien chez des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça demandait quand même beaucoup d'interaction sociale. Et donc très très difficile à gérer et qui n'ont jamais duré très longtemps. Mais je sais que la chose qui m'aidait parfois à tenir au travail, c'était la consommation de substances. Pour moi, c'est assez simple, c'est-à-dire je n'ai pas eu de vie professionnelle, donc je n'ai jamais travaillé encore de ma vie. Bon, à 21 ans, c'est pas trop choquant, mais j'avoue que j'aimerais quand même commencer à bosser, même si en ce moment, je suis quand même dans des études demandantes. Donc, bon, vu que ça reste des études, je peux quand même avoir des études à la fac, ce qui permet d'avoir quand même un rythme à côté, parce que la fac, c'est 25 heures de cours à peu près par semaine, donc j'ai quand même un rythme de vie à côté, mais donc en vrai ça va, mais il faut quand même que j'arrive à trouver l'équilibre entre ma vie personnelle et les études, ce que je n'arrive toujours pas à faire. Soit j'en fais trop d'un côté, soit j'en fais trop de l'autre, mais ça a toujours été un peu tout le temps comme ça, donc disons que j'ai l'habitude, même si maintenant j'essaie quand même de faire notamment attention à ma santé, donc par exemple de pas trop en faire, ne pas avoir honte par exemple de porter mon casque qui est une accommodation dans l'amphi, donc c'est-à-dire souvent ça m'arrive quand les gens se lèvent et tout, mon premier réflexe c'est même pas de me lever, c'est de prendre mon casque et de le mettre sur mes oreilles, parce que souvent c'est là où les gens commencent à parler en fin de cours et je me dis oula, c'est pas pour moi, premier réflexe, prendre mon casque. Et vu que je suis en psycho, ça aide aussi parce que les gens sont quand même normalement plus acceptants, dans le sens où si je leur dis je suis autiste, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça, il n'y a souvent aucun problème. Donc c'est quand même très cool, et c'était pas le cas avant. Donc ça aussi, ça change beaucoup et c'est très positif. Pour ma part, le travail, ça a été un petit peu, je pense, une des raisons pour laquelle j'ai demandé le diagnostic, parce que je le voyais bien que... mes collègues voyaient que, entre guillemets, j'étais pas comme les autres. Donc si je l'ai fait, pour le coup, c'était surtout pour pouvoir avoir la confirmation que je l'étais,
et pouvoir en parler beaucoup plus facilement au travail. Et d'ailleurs, du coup, suite à mon diagnostic et l'obtention de ma RQTH, je le mets sur mon CV pour la simple et bonne raison que je suis un peu en mode, je suis comme ça, soit tu prends, soit je m'en vais. Après, moi, c'est vrai que même si j'ai un travail qui est énormément prenant, à savoir la restauration, on pourrait dire que l'avantage, c'est que si ça va pas, je peux m'en aller. Mais après, vu que la restauration est un milieu qui a beaucoup de mal à évoluer, je ne sais pas du tout est-ce que... de toute façon, ce genre de choses, c'est toujours extrêmement différent selon l'équipe que tu as, tout simplement les personnes que tu as en face. Après, en général, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Après, là, j'avoue, maintenant, je suis dans une période où je me pose un petit peu des questions parce que je sens que, après des années à prendre sur moi, je me rends compte que ma fatigabilité, elle est quand même assez importante. Donc là, j'avoue, je suis un petit peu en plein questionnement de est-ce que je continue ce métier ou non. Mais le problème, c'est que je ne me sens pas en capacité de reprendre des études ou même je n'arrive pas à me projeter en mode dans ma tête, j'ai l'impression que la cuisine, c'est la seule chose que je sais faire, mais en même temps, je suis persuadée que si je prends un boulot avec des horaires plus classiques, ça serait plus compliqué pour moi de venir au GEM et ce lieu est juste beaucoup trop important pour moi pour que je fasse une croix dessus. Donc je suis en pleine période de doute, on va dire. On a eu l'idée de ce podcast de par le film Différentes, qui a été réalisé par Lola Doyon et qui est sorti cette année, donc en 2025. Et on va avoir une projection débat en septembre, le 15 septembre, à l'Utopia d'Avignon. Et donc, je voulais vous demander, parce que je crois que toutes les personnes ici présentes ont vu le film, donc est-ce que vous voulez en parler rapidement de ce que vous avez ressenti par rapport à ça, par rapport à la représentation de l'autisme au féminin qu'on a vu à travers ce film ? Déjà, même si bien évidemment rien n'est parfait, je pense que par rapport à toutes les fictions impliquant une personne autiste qu'on a pu avoir, j'ai quand même l'impression que c'est une des plus crédibles, que ce soit dans la représentation de comment le personnage principal est dans son travail, dans sa vie personnelle, amoureuse, etc. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on a eu avant, c'était des choses qui étaient complètement fausses, mais c'était toujours un petit peu les mêmes caractéristiques qui revenaient. En plus, dans 90% des cas, c'était toujours des hommes et en plus souvent avec des, on pourrait dire, des caractéristiques amplifiées, exagérées. Donc ce qui fait que moi j'ai trouvé, on sent que les scénaristes ont quand même fait un minimum de recherche sur le sujet. Il me semble d'ailleurs que Julie Daché, donc autrice du livre La différence invisible, qui a été consultante sur le film, en plus de jouer un rôle. Et j'espère que on pourra avoir des représentations équivalentes à l'avenir. Du coup, oui, effectivement, j'ai vu le film et je l'ai trouvé très rafraîchissant comparé aux représentations masculines très clichés qu'on avait de l'autisme. Sachant que moi, j'ai pas vu Atypical, je me suis pas énormément renseignée artistiquement sur l'autisme parce que j'ai quand même une vision plus scientifique du trouble. Donc, voir des représentations clichés de l'autisme, j'ai tendance à m'éviter cela. Mais par exemple, Good Doctor, que j'avais vu plus pour le côté médical d'ailleurs, ça m'avait fait quand même. Enfin, forcément, je m'étais quand même. J'avais beaucoup d'empathie pour le médecin autiste qui était représenté, mais le problème c'était quand même que c'était très cliché et du coup ça m'empêchait d'être complètement en empathie pour le personnage, alors que pour le film Différentes, malgré le fait qu'elle n'avait pas nécessairement les mêmes caractéristiques que moi, j'étais quand même vraiment plus en empathie parce que déjà j'étais passée par les mêmes
endroits, les mêmes questionnements, mais aussi parce que c'était pas cliché et on sentait réellement, selon moi, que c'était le parcours d'un personnage autiste plus que le parcours qu'on peut avoir avec l'autisme en général. Donc c'était très assumé le fait que ce soit un personnage et que c'était fictif, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Puis surtout, j'ai quand même aussi l'impression, on ne dit pas, enfin, le fait qu'elle soit autiste n'est pas non plus son trait principal, parce que j'ai quand même, et puis aussi le fait que dans le plus gros des représentations qu'on a, c'est la personne autiste, c'est toujours un génie dans quelque chose. Alors évidemment, on sait que ça existe, mais ce n'est pas la majorité du temps. Oui, tout à fait. Ben, ça change énormément. On va dire c'est la révolution par rapport à tout ce qu'on peut voir, que ce soit dans les séries ou les différents films qui ont été faits. Donc, en effet, parce que c'est un peu loin de personnages clichés. Donc, soit l'autiste, voilà, surdoué, HPI, truc, qui résout tout, ou dont le don particulier aide dans certains domaines, et puis donc ça compense pour toutes ces maladresses sociales. Enfin bon, voilà. C'est en général très très cliché, parfois moins que d'autres, mais pour une personne autiste, voir ça, c'est assez douloureux. C'est même parfois, je comprends Amélie qui préfère lire la littérature scientifique sur l'autisme plutôt que de voir ça. C'est parfois vraiment, vraiment, vraiment très énervant, parce que déjà ça sonne faux, que c'est un truc parmi des milliards d'autres, à la différence du film dont on parle, où c'est très très exhaustif, mais c'est pas non plus exhaustif, c'est pas un catalogue de caractéristiques, c'est vraiment, on voit la vie telle qu'elle se déroule, avec tous les points où apparaissent des caractéristiques autistiques qu'on partage ou qu'on partage pas. Voilà, donc ça, au moins ça se mérite là, donc ça sort quand même du lot. Ma réaction après avoir vu ce film, elle a été quand même assez violente. Ça m'a émotionnellement quand même chamboulée, parce que ça a beau être une fiction, moi je l'ai pas du tout ressenti comme une fiction. Ça m'a juste chamboulée. Je pense que c'est peut-être par rapport à la phase dans laquelle je suis en ce moment. Voilà, après. C'est pas un point négatif du tout, mais c'est juste pour dire que ça peut avoir aussi un effet, cet effet-là, un peu chamboulant émotionnellement pour certaines personnes. J'ai aussi beaucoup apprécié le film pour le fait qu'il ne représente pas l'autisme que négativement ou que positivement. C'est juste vraiment, comme le disait Stéphanie, une vie qu'on regarde, et du coup il y a aussi des points négatifs, aussi des points positifs qui sont parfois entremêlés. Et du coup, je trouve ça très bien que ce soit pas glorifié ni dramatisé. Pour ma part, ma réaction par rapport à la visualisation de ce film différente a été similaire à Stéphanie, c'est-à-dire que j'ai été vraiment chamboulée psychologiquement. Je pense parce que je suis dans une phase aussi particulière du diagnostic où je suis en déni de mon autisme, et où le fait d'avoir vu ce film, ça m'a remis en face de toutes mes difficultés et de mon parcours. Concernant ce film, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à le digérer. C'est un peu dur de se prendre une vérité en pleine tête, et lorsqu'on m'a demandé serais-tu prête à le revoir, j'ai dit qu'il me faudra du temps afin de digérer ce que j'avais vécu en regardant ce film. Moi, ce qui est assez rigolo, c'est que, non pas que le film ne m'a pas touchée, au contraire, notamment les périodes les plus compliquées pour le personnage, bien sûr, que je m'y suis retrouvée. Mais après, est-ce que c'est peut-être parce que, vu que je suis une passionnée de cinéma, est-ce que j'arrive quand même du coup à mettre un petit peu plus de recul, et puis aussi, quelque chose que je recherche énormément quand je regarde une fiction, c'est justement un peu de m'en prendre plein la figure d'un point de vue émotion, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Donc, je sais pas, je trouve ça marrant. Je ne pense pas que ce soit le bon terme, mais en tout cas, je sais pas, j'avais un peu l'impression en sortant de la salle d'être moins chamboulée que d'autres, alors que moi, je pense que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que ça dépend vraiment du vécu de la personne, la personne qui voit le film, hein, parce que
on n'a pas tous vécu de la même façon l'autisme. Sur les personnes diagnostiquées tardivement, il y a quand même une accumulation d'expériences de vie difficiles qu'on retrouve dans le film. En peu de temps, on voit défiler sa vie avec un petit peu tout, voilà, un concentré en fait alors pas que de difficultés en effet, mais selon ce qu'on a vécu, on ne peut pas s'empêcher de quand même de se prendre toutes ces difficultés en premier. Enfin, c'est quelque chose d'assez naturel, je pense. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on a vécu et aussi du moment où on en est là dans sa vie avec le diagnostic, l'autisme, etc. Donc ça ne va pas nécessairement atteindre les gens de la même façon. Et de la sensibilité des personnes aussi. Merci pour ces retours sur le film différentes. Et donc, je rappelle que c'est une projection débat. Donc, tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue pour aller voir ce film. Et vous pourrez ainsi nous donner votre avis sur ce film qui nous a touchés. Et vous aurez peut-être un aperçu de ce qu'est la vie d'une personne autiste qui est diagnostiquée sur le tard. Donc, je suis vraiment curieuse de voir votre réaction à ce film. Donc, n'hésitez pas à aller le voir ou à donner votre avis dans les commentaires. Et donc, je rappelle, c'est le 15 septembre dans la soirée, donc après 20h. C'est au cinéma Utopia d'Avignon. Et ce sera un débat animé par nous, entre autres le J'aime au cœur, et ainsi que notre association mère, TEDAI 84. Donc, merci à toutes d'avoir bien voulu participer à cet épisode. Il était fort instructif et vraiment j'ai apprécié cet épisode qui change parce que je me reconnais dans beaucoup de vos dires et je pense que vous vous reconnaissez dans certains de mes dires aussi. Et c'est pas la première fois que je parle d'autisme au féminin avec d'autres femmes autistes et c'est toujours aussi plaisant de pas se sentir seule comme ça. Et que je répète, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. On veut bien des retours. Merci. Merci. C'était Tempête de cerveau. Bye. Au revoir.